Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Crapic TV. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Tony Emerio et Boris Beuzelin pour Paria le deuxième tome, Ennemi public. Bonjour Tony. Bonjour Krapik, Bonjour Boris. ça va bien? Bonjour Krapik, bonjour à tous. Et oui, ça va très bien, merci. J'avais une première question déjà avant de commencer à aborder la bande dessinée. C'est de vous présenter pour que ceux qui ne vous connaîtraient pas encore puissent le faire tout simplement. Et pendant ce temps-là, j'affiche le petit pédigré que j'avais piqué sur la campagne de Paria numéro 1. Voilà. Bon honneur au scénariste. Ah, ok, d'accord. C'était la question que j'avais posée. Mais moi, je suis, alors, en tout cas, sur Paria, scénariste, il m'arrive d'illustrer également. Il m'arrive d'être auteur complet, même si le terme n'est pas forcément très joli, sur des titres comme Papy Génial, où j'ai également illustré Alice au Pays des Merveilles. Mais j'officie quand même beaucoup plus souvent en tant que scénariste. C'est-à-dire que là, sur, je sais pas, les 7 bouquins qui sont sortis cette année, euh, j'en ai scénarisé 6. Donc oui, effectivement, on peut considérer que je suis beaucoup plus souvent scénariste que dessinateur, pour la bonne et simple raison que c'est une partie beaucoup moins chronophage et beaucoup plus facile pour moi, l'écriture, que le dessin. Mais j'apprécie quand même de faire les deux. Voilà dans les grandes lignes. Très bien. Toi, Boris, pour... Alors moi, c'est presque le contraire. Je suis presque essentiellement illustrateur, c'est-à-dire dessinateur pour de la bande dessinée. J'ai été coloriste pendant un moment aussi. Je continue à en faire de temps en temps pour d'autres et pour moi, mais c'est souvent un poste que j'ai tendance à déléguer parce que ça me prend du temps et ça me libère du temps pour faire autre chose. Et sur la plupart de mes bouquins, j'ai donc effectivement dessiné. J'en ai fait quelques-uns au scénario. J'avais fait une adaptation d'un roman de Fajardi, un roman noir qui s'appelait La Nuit des Chabotés, où là j'avais fait l'adaptation tout seul, contrairement à ce qui est souvent crédité, notamment dans les banques de données chez BD Tech, par exemple. Mais j'ai fait un autre scénario récemment sur un titre qui s'appelle Peter Dillon, qui est paru chez Glénat, donc où là j'ai tout fait, le dessin, la couleur et le scénario, mais c'est vrai qu'il s'avère que je suis plus souvent dessinateur, on va dire, de BD, et ça depuis un certain temps, bientôt 20 ans maintenant. Quand même, respect, respect. Euh, Avant de commencer la bande dessinée numéro 2, n'est-ce pas, pour celle qu'on est ce soir, j'ai eu une question qui est venue d'un copain, donc dessinateur scénariste, qui a fait l'alter ego notamment, et qui se demandait le lien qu'il y avait avec le dessin qui apparaît sur la risographie et la marque jaune. Alors qui peut répondre à cette question? C'est Namlock qui m'a Bah, posé cette question. le lien, il est évident de par le visuel. Après, ça, c'est une idée de Tony. Enfin, c'est une idée de Tony, c'est même une demande de Tony me concernant. Donc, je vais le laisser développer cet aspect-là. Ouais, c'est presque un caprice, parce que c'est vrai que je l'ai fait chier avec ça, Boris, pour qu'on ait cette illustration qui évoque la marque jaune. Bah, c'est une vieille théorie que d'autres auteurs ont mis en place sur leur couverture, qui dit qu'il y a il y a des images comme ça, il y a des visuels qui sont inscrits dans l'imaginaire commun, Mm. et il ne faut pas hésiter à s'en servir pour que ça évoque tout de suite quelque chose et que ce soit immanquablement familier aux gens. Donc déjà, tu adoptes plus facilement l'illustration que tu as sous les yeux. Je pense que tout le monde, clairement, a la marque jaune en tête. Hein. Mm. Ça fait partie des couvertures un petit peu patrimoniales, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Black et Mortimer, hein, c'est pas la Mm. question. Moi, par exemple, je suis pas le plus gros client de cette bande dessinée-là, Moi non plus. mais j'ai conscience que ce truc-là, et bam, il est inscrit en fait dans l'imaginaire commun et que pour servir, on rend hommage déjà à une image qui est réussie, Mm. et puis en plus, on accroche plus facilement les spectateurs potentiels qui passent devant, et ça, c'est gagné. Ouais, je sais qu'il y a Guillermo et Hubert, alors Guillermo surtout, qui utilisaient ça sur la saga des Ogres Dieux. Euh, il y avait plein de choses qui évoquaient d'autres, notamment, il me semble que petit, il était assis plus ou moins comme Tony, je me rappelle plus de son nom dans Scarface. Tony. Emerio Ah, peut-être, tu peux non? bien m'aider? Non, 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 pas dans Scarface déjà. Je préfère, non, je suis plus serein dans ma carrière. Mais non, je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, Tony Montana, voilà, Tony Montana dans Scarface.
est posé dans le fauteuil dans une position qui évoque plein de choses. Il y a aussi Akira également, Kaneda qui est posé dans le siège dédié à Akira. Donc voilà, tout ça, ça évoque des trucs. Ils se sont servis de ça. Et j'avais eu une discussion avec, pas Guérimond, mais en tout cas, j'avais parlé avec quelqu'un qui avait parlé avec lui. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant comme démarche. Et du coup, je l'ai ressaucé quelques années après, en obligeant Boris à faire cette image, effectivement. Mais Dans les grandes lignes. elle est très jolie, donc c'est une très bonne truc. Et puis effectivement, tu gardes un lien subliminal, donc autant effectivement se garder. Puis Paria joue sur les références beaucoup, donc voilà, une de plus ou une de moins, c'était pas triché. Non, puis c'est très joli. Moi, il me dit qu'il m'a obligé, il n'a pas eu à pousser beaucoup du côté où ça tombe parce que moi j'ai été un grand lecteur de Black et Mortimer quand j'étais adolescent et notamment de ce titre-là, La Marque Jaune, donc j'ai fait des dessins avec grand plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, On est content du coup. Le logo avec le signe de l'infini, par contre, ça on le voit pas dans La Marque Jaune, ça évoque quoi de particulier? Ou alors, c'est peut-être quelque chose de top secret? Non, ça fait c'est pas spécialement top secret. On peut pas en parler plus que ça, mais ça va être le signe distinctif des parias, clairement. Et puis, effectivement, c'est un peu sibyllin, en tout cas dans le message. Il y a un message biblique, hein, le Nous sommes légion fait référence directement, il me semble que c'est l'Ancien Testament, ou en tout cas quelque chose qui a un rapport avec la religion chrétienne. Et du coup, ce symbole-là, effectivement, évoque aussi bien que le crâne, sont des éléments qui sont récurrents déjà dans le premier tome. Si les gens sont en tant soit peu observateurs, on les retrouve aussi sur les cartes de tarot. Donc tout ça, oui, ça a de l'ordre du symbole qui devrait, à un moment donné, on l'espère en tout cas, devenir plus clair, mais pas tout de suite. Donc voilà, je t'en dirai pas plus au moment où nous sommes en train de parler. Non, mais on se reverra normalement, parce que si je dis pas de bêtises, il y aura 4 tomes, n'est-ce pas? C'est une tétralogie. Non, ouais. Tu dis pas de bêtises, oui, c'est une quadrilogie, ouais. Donc on pourra se revoir à l'occasion et on pourra évoquer au fur et à mesure ce qui est possible d'évoquer. Avec plaisir. Les avancées qu'auront fait les lecteurs, au contraire, ça peut être très intéressant de les questionner, de leur proposer de poser des questions. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Donc ce sera avec plaisir. Donc là, j'affiche la couverture du tome 1, l'affiche classique, on va dire. J'ai pas pris le soin d'apporter la collector. Et donc, c'est pour évoquer justement, avant de démarrer le tome 2, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas du tout, puisqu'il est possible d'acquérir au cours de la campagne Ulule. On reparlera de la campagne Ulule un peu plus tard dans la discussion, mais il est possible d'acquérir ce tome 1. Donc, ce serait quand même pas mal, du coup. Sans spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu, n'est-ce pas? L'histoire, quelle est donc l'histoire des parias? Ou de parias? Voilà, ça va encore être pour moi. Non mais t'inquiète Boris, ton tour va venir, hein. J'ai préparé des planches spécialement pour toi. Il parle très bien, Tony, il va très bien expliquer ça. Je suis en train de chauffer la salle. Non, l'histoire de Paria, écoute, ça se situe en 1896. Et c'est 2 ans après une guerre civile. C'est une espèce de commune un peu chronique qui a eu lieu, qui est différente de celle qu'on a pu connaître, hein. Elle a duré 2 ans, celle-ci, et même si la commune, telle que nous l'avons connue, alors quand je dis nous l'avons connue, on ne l'a jamais connue, mais telle qu'on a pu l'aborder dans les livres d'histoire, n'a pas duré aussi longtemps, n'a pas été aussi sanglante, même si effectivement ça pourrait fortement été un moment ultra joyeux. Là, pour le coup, ça a vraiment dérivé en affrontement dans les rues, et les forces de police ont utilisé un gaz qui s'appelle le gaz majorel, du nom du peintre, parce que c'était un gaz bleu qui balançait sur les populations en colère pour endiguer le conflit et puis les ardeurs un peu révolutionnaires, qui a marché. Et ce gaz, qu'on n'a pas eu le temps véritablement de tester, hein, qu'on a balancé comme ça sans avoir pris la peine de savoir si c'était quelque chose de dangereux, a muté et a provoqué une maladie qu'on appelle la lèpre bleue. Donc c'est un peu comme la lèpre, sauf que ça donne un espèce de teint un peu bleuté, mais ça provoque aussi des lésions, voilà, ce genre de choses. Enfin, toutes les joyeusetés que propose la lèpre en règle générale. Et il y a des léproseries qui sont installées dans la ville, qui se reconstruit, encore une fois, parce qu'il y a eu fort attentat pendant ces 2 ans. Ça a mis à mal beaucoup
de bâtiments officiels qui étaient représentatifs du pouvoir. Ça a mis à mal beaucoup d'infrastructures. Et tout ce Paris-là se reconstruit, ça s'appelle Paris la Nouvelle. D'ailleurs, on l'a rebaptisé pour repartir sur de meilleures bases, on va dire. Et ça commence voilà, dans un climat de défiance et ça commence dans une léproserie. Donc on a d'ores et déjà une unité de lieu qui est posée. Et il y a une jeune fille blonde qui s'occupe d'un lépreux et qui pose question comment dire, aux docteurs qui sont en charge de la léproserie, parce qu'elle a la capacité d'aller au contact des patients, mais elle ne craint rien. Alors que vraiment, ils sont ultra infectieux, ultra contagieux. Elle y va sans masque. On voit des collègues elle, qui ont carrément des scaphandres sous-mariniers pour se protéger. Voilà, on fait un petit peu avec les moyens du bord. Elle y va pépouze, elle se pose pas de questions et elle n'est pas du tout infectée. Là-dessus arrive un commando lourdement armé avec un singe mécanique, c'est un espèce d'énorme robot à l'intérieur duquel il y a un homme de taille normale, défonce le mur et puis arrive avec des lance-flammes. Donc l'idée c'est plutôt de nuire aux gens qui sont là, d'ailleurs qui s'empressent de faire assez rapidement. Et on comprend très rapidement qu'ils veulent la jeune fille en fait, dont je parlais tout à l'heure, l'infirmière, qui, à la vue du sang, du coup, se transforme en fait en termes de caractère, de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, et a un rapport avec l'hémoglobine assez particulier. Elle se met à le laper comme un petit chat. Elle se met à le laper comme un petit chat, et à partir de là, elle commence à poser problème au commando. Elle montre de la résistance. Et s'ensuit un affrontement. Je ne vais pas en raconter plus, mais le contexte général, c'est ça. Enfin, en tout cas, ça démarre sur ce postulat-là, c'est l'enlèvement d'un des personnages, et ensuite elle va se retrouver nue dans une cage de verre avec 5 autres personnes qu'elle ne connaît pas, 4 autres personnes qu'elle ne connaît pas, je raconte n'importe quoi. Et elles sont en proie à une espèce de vieux mania industriel richissime à souhait, qui a un fauteuil roulant, qui porte un masque à gaz, qui est très abîmé, on sent qu'il est très très diminué, qui est hyper éloquent, enfin, qui est vraiment dans la démesure, et qui va leur dire tout simplement, écoutez, moi j'ai du pognon, du coup j'ai du pouvoir forcément, et les gens de pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Donc, moi, j'ai envie, depuis tout gamin, de me taper une équipe de super-héros et puis de leur demander de faire des trucs inavouables à ma place et je peux me le permettre. Donc, je me le permets. Et vous pouvez pas dire non pour la bonne et simple raison que je vous ai implanté une puce dans le cou et que si vous me dites non, et du coup, on appuie sur un petit boîtier, je vous choque et puis là, un peu comme des chiens qu'on dresse finalement, ils finiront par obéir. Voilà le début de l'histoire. Ouais, très bien, c'est parfait. Par contre, justement, je voulais... Un peu long. Non, 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 justement, je pensais aborder parce que là, je voulais évoquer les 5 personnages dont tu parles. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais. Parce que là, c'était Christine, si je dis pas de bêtises, qui était évoquée Ouais. dès le départ. Tout à fait, c'était Christine. On a 5 personnages alors, qui ont des capacités spéciales. Après, c'est pas déflorer l'histoire que de dire ça parce que ça arrive assez rapidement dans le récit. On a un jeune homme, Franz, qui vient d'Allemagne, enfin l'ancienne Allemagne, et qui du coup a la capacité de ressusciter les morts, mais uniquement de la jante animale. Pour l'instant, voilà. Peut-être que au fur et à mesure des années, il progressera et qu'il arrivera à ressusciter autre chose, mais pour l'instant, ce sont des animaux. Et puis en plus, il a une espèce de passion. Voilà, je pense qu'il aime les animaux, il aime les ressusciter, donc il a une espèce de rapport avec la mort, la vie, etc., qui est assez compliqué. Ça, c'est sa particularité à lui. On a Karamoko également, qui est un ancien fils d'esclave, qui était à la solde de gens en Louisiane, de richissimes Acadiens, qui est tombé, on ne sait pas spécifiquement au départ s'ils sont en amour, s'ils sont en couple ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a un rapport avec Charlotte, on sent qu'ils se sont évadés tous les deux de là-bas, se sont fait enlever à ce moment-là où on ne sait pas véritablement comment ça s'est passé, comment ça s'est dit, en tout cas pour l'instant. Karamoko, il est fichtrement malin. Il a une capacité à anticiper les choses et à élaborer des plans assez rapidement. Charlotte, on ne découvre son pouvoir qu'à la fin, et là, ça m'ennuie de le déplorer tout de suite maintenant. Je pense que c'est un personnage qui est très intéressant, qui est très effacé dans une première partie de l'histoire, mais qui mérite et qui va prendre une importance
une importance assez importante, ça veut rien dire, une importance assez folle après dans la suite du récit. Et le dernier, mon petit chouchou, c'est Wilbur, en fait, qui est un espèce de géant complètement benet, un grand bonhomme de plus de 2 mètres, qui a une force colossale et qui lui aussi est ultra infectieux. C'est-à-dire qu'on l'a mis dans une armure parce que le simple contact de sa peau avec le liquide fait que ça diffuse une espèce de maladie dont on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants dans l'air et que les gens à son contact en fait décèdent très rapidement. Donc entre deux mauvaises mains, il peut devenir une arme redoutable, d'autant qu'il n'a pas vraiment toute sa tête. Le garçon, il est relativement diminué. Quand on l'entend parler, on voit bien qu'il ne fait pas des phrases comme les autres. C'est souvent des mots-clés pour faire des phrases. Donc voilà. Voilà l'équipe de gagnants qu'on a brossé avec Boris et qui, du coup, ne sont pas faits pour se rencontrer. Théoriquement, là, on les oblige à fonctionner ensemble. Ils ont absolument rien en commun. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse à chaque fois dans l'écriture. D'ailleurs, À chaque fois, en tout cas, les équipes dysfonctionnelles, c'est ça ce qui me plaît. Et là, pour le coup, je voulais faire une équipe forcée dysfonctionnelle. Donc là, c'est bien, on a un bon postulat de départ. justement, Boris, par rapport à ça, comme cahier des charges, comment tu as démarré pour avoir ces différentes personnalités? Parce qu'effectivement, quand on les regarde là sur la risographie que j'affiche, euh, ils se tiennent tous quelque part, ils ont des éléments différents, etc. Mais pour arriver à trouver cette alchimie, cet équilibre, comment tu as fait? J'afficherai un peu plus tard des esquisses de ton travail. Mais voilà, comment vous avez Bah, collaboré là-dessus d'un point de vue pour trouver l'équilibre alors, final? sur la risographie, elle vient au terme du tome 1 et pour annoncer le tome 2. Donc, ils sont pas encore une équipe, mais ils sont déjà, voilà, ils se connaissent déjà et ils sont déjà un peu soudés. Après, il faut savoir que, alors, comment aborder le dessin des personnages? Faut savoir que Paria, c'est un projet ancien de Tony qui a déjà eu plusieurs moutures. Il y a déjà eu d'autres dessinateurs qui ont travaillé dessus, notamment Éric Aumont, puisqu'il avait été écrit pour lui, et qui avait déjà fait des recherches, des croquis de personnages. Donc, il y avait déjà une base de travail, quoi. Après, moi, je m'en suis pas forcément inspiré grandement, mais j'ai respecté au moins la taille des personnages, le caractère des personnages, bien sûr, puisque ça fait partie du cahier des charges du scénario. Et puis après, bah, c'est de la recherche graphique, c'est de la recherche de perso, comme pour n'importe quelle autre bande dessinée. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont. Alors, il y a un truc qui me semblait intéressant avec les héros, donc ce sont les héros de la BD, c'est qu'ils soient dans le dessin un peu en décalage avec les autres personnages de la BD qui peuvent avoir un aspect plus réaliste. Celui qui est le plus réaliste, on va dire, c'est Karamoko, dans ses proportions et dans son dessin. Les autres ont des aspects pas toon, mais on va dire quand même fortement décalés par rapport à des proportions de visage, notamment Christine et France. Ils sont entre le semi-réaliste et le comique presque, hein. Hmm. Et donc ça, c'était un peu un guide pour moi de travail pour faire en sorte qu'il se démarque très fortement déjà dans les pages par rapport aux autres personnages qui, eux, sont des personnages entre guillemets normaux, ils n'ont pas de pouvoir ni d'attribution particulière. Et du coup, eux, du simple fait du dessin, déjà, on voit qu'ils ont quelque chose de particulier, qui est en décalage par rapport à l'univers, quoi. D'accord. Et justement, par rapport à la création de cet univers, comment vous avez fait pour collaborer? Combien tu avais de planches d'avance en termes de scénario, Tony? Enfin, comment vous procédiez, tout simplement Alors, c'est une méthode de travail, on va dire, plutôt empirique, on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de work in progress permanent. C'est-à-dire que, alors, Tony, lui, il a son scénario d'élaborer dans son coin, dans sa tête, et il a toutes les clés que moi je n'ai pas.
qu'il me divulgue un peu au fur et à mesure. Et moi, j'ai un peu un travail de feuilletoniste un peu au jour le jour là-dessus, quoi. C'est pas du tout une façon de travailler habituelle quand on fait un album de bande dessinée. Et là, il y a une relation de travail qui fait que le matériau est mouvant tout le temps. On peut revenir sur des pages déjà faites, on peut rajouter des pages. Tony me livre un scénario par tranche de, je sais pas, 5, 8, 10 pages, mettons. Et puis moi, avec ça, je me les approprie et j'en propose, disons, ma version dessinée. Hein, voilà. On ne peut pas dire que ce soit une adaptation au pied de la lettre, loin de là, du scénario de Tony. Puis Tony va rebondir sur ce que j'ai fait et ainsi de suite. Et c'est une espèce de roue qui s'entraîne comme ça. Voilà. Et vous étiez en distance. J'ai bon, Tony? Oui, c'est ça, oui, pour faire une belle allégorie avec le hamster, c'est bien, ça marche bien. Ah, voilà. Et vous étiez en distanciel ou comment vous procédiez? Comment? Vous étiez en distanciel ou comment vous procédiez? Ah bah, on n'est pas très très distanciel, on habite à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais on se voit quand même fréquemment. Après, on peut pas dire qu'on se fasse des grosses séances de travail autour d'une table, on en a fait quelques-unes, mais après, on a aussi d'autres projets sur lesquels on travaille. Donc, Tony est en plus enseignant, donc il a beaucoup de travail à faire dans son coin. On peut se voir de temps en temps, mais non, on travaille oui, par Internet, par téléphone, par tous les moyens de communication modernes qui sont à notre disposition maintenant. Bah, c'est bien. Oui, on a vu que depuis le confinement, c'est des choses pour lesquelles on a été obligé de s'adapter et ça marche visiblement assez bien. Tant que tu arrives à montrer ce que tu veux. Pour des auteurs de BD, c'est assez, c'est déjà notre quotidien depuis bien bien longtemps. On ne découvre pas le distanciel avec le confinement. Nous. Ouais, mais même si avec le scénario de la peste bleue, etc., je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien de cause à effet entre ce qu'on vivait en ce moment et, et les dérives. Non, justement, en fait, c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent. Après, quand les gens viennent en dédicace et qu'ils ont déjà lu le bouquin, ils me disent, mais ça a été écrit après. Et non, sérieusement, je pense que Boris peut attester. En fait, le truc, il est tombé avant. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu des petits réaménagements, si tu veux. Mais malgré tout, les affrontements de rue avec les policiers, l'utilisation du gaz, etc., bien évidemment, absolument rien à voir avec l'actualité. Ce genre de choses n'arrive pas, surtout dans notre pays. Et du coup, le confinement qu'on a suivi et la campagne de vaccination massive avec une défiance de la population, c'était déjà en place avant que tout ça n'arrive, clairement. Donc, voilà, quoi. Je sais pas si c'est être visionnaire que d'avoir pensé à ça, mais c'était aussi peut-être une espèce de conscience que ça nous pendait au nez potentiellement et que ça pouvait se passer comme ça. Ouais. Et oui, clairement, après, ça résonne avec l'actualité et tant mieux, quelque part. C'est plutôt une bonne chose. Ouais, ne dit-on pas les artistes sont des visionnaires, n'est-ce pas? Ouais, alors faut que j'arrête d'écrire des trucs apocalyptiques, au mieux que j'écrive des trucs plus loin que Bon, ça va vite devenir chiant pour moi. Une prochaine série. Là, je voulais faire un petit focus pour justement détailler ton travail, mon cher Boris, sur la page 19, qui reprend donc la première histoire. Oui, non. Alors, tu peux me la décrire, la page 19, Oui, parce que oui. je ne l'ai pas souligné. La page 19, c'est quand... je vais la montrer comme ça, avant de l'afficher à l'écran. D'accord, ok, ouais. Voilà. C'est parce que c'est là, avec les éléments que tu as bien, enfin que vous deux vous avez bien voulu me confier, je vais afficher donc à l'écran le premier travail d'esquisse où on voit la mise en place qui n'est pas définitive mais qui est déjà celle qui représente le plus la scène finale. Donc voilà, et je vais aller crescendo dans l'affichage de cette page. Page-là, c'est la première que j'ai faite de Paria. Ça a été ma page test et je l'ai recommencé beaucoup. J'ai fait plusieurs versions du découpage déjà et surtout de nombreuses versions de l'ancrage.
Donc elles y sont pas toutes hein, dans le bouquin, on en a mis quelques-unes, mais c'était ma page étalon, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai mis. Alors autant les personnages sont venus assez vite dans les recherches de leur aspect, le croquis des personnages, autant la version de ce que devait être la version définitive de la page et des pages, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup tourné autour de l'ancrage notamment. Hein. J'avais envie de faire un ancrage papier, alors que ça faisait maintenant presque 7 ans que je ne travaillais plus que sur Cintiq, en numérique. Et du coup, le fait de retrouver le papier, j'avais envie justement de ne pas faire l'équivalent de ce que je fais en numérique, quoi. Donc j'avais envie vraiment d'avoir un dessin dans la version imprimée définitive qui ressemble à quelque chose d'assez spontané, en tout cas le plus spontané possible. Une espèce de mix entre le dessin appliqué et le croquis, hein, dans mon idée. Voilà. C'est assez compliqué à expliquer, mais... Non, mais c'est très sympa. Bien. Et moi, j'avais une question justement par rapport à ça, parce qu'on a la chance dans le tome 1 d'avoir une version couleur qui n'est pas celle de la colorisation finale, qui est beaucoup plus dans les gris rouges. Celle qui est montrée en exemple est vachement colorée, mais j'avoue que j'aimais assez cette façon de coloriser toute la page là. Alors, Et comment t'es passé là, de l'un à effectivement, l'autre? ça c'est la première version, une des premières versions couleur. C'est pareil, il y en a eu plusieurs. Parce qu'au départ, on s'est dit, faisons comme d'habitude, mettons ça en couleur comme on a l'habitude, avec plein de couleurs qui pètent partout. Et puis, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce projet étant en mouvance perpétuelle, au moment de se poser la question voilà, de la couleur, quand on a fini nos pages, moi je me suis vite aperçu que ça convenait pas. En tout cas, ça convenait pas. Je trouvais que ça convenait pas au trait. C'était, disons, il y avait pas de valeur ajoutée vis-à-vis de la couleur par rapport au dessin, et ça m'embêtait. Donc du coup, pendant un moment, on a eu l'idée on a évoqué le fait de laisser tout en noir et blanc. Et puis ça marchait pas non plus parce que y a certains aspects de l'histoire qui nécessitaient vraiment de la couleur, donc du coup ça nous posait des problèmes de scénario. Il aurait fallu réécrire des parties, voire mettre des récitatifs pour expliquer des choses dans le dessin, donc ça c'était hors de question. On en revient à Black et Mortimer là. Ouais, oui. Et donc ça non. Et donc, j'ai eu la révélation en lisant un vieil album de Josette et Joko, de notre ami Hergé. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Ah, ça remonte, hein. Oui. Et donc, j'ai une version, j'ai des facsimilés des planches qui étaient parues en feuilleton dans un journal, donc qui devait être... Tintin, je ne non? sais plus lequel. Non, c'était pas Tintin, c'était avant Tintin ou c'était un autre journal. Enfin bon, bref, peu importe. Et en fait, les pages étaient parues donc en noir pour le dessin et avec deux tons, un ton rouge et un ton bleu pour la couleur, nuancés par différentes trames. Hein, donc plus la trame est grosse, plus la couleur est foncée, plus la trame est légère, plus elle est pâle. Et en combinant des trames bleues et des trames rouges comme ça, on arrive à avoir des demi-tons et créer une palette de tons intéressante et importante, quoi. Donc je me suis dit, voilà, donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant, ça faisait référence à des choses que j'aime bien, pop art, à plein de choses, ça mélangeait plein de choses comme ça, un côté un petit peu, au côté un petit peu punk aussi des années 80, où on utilisait beaucoup la trame mécanique dans la BD. Oui. Donc c'était un aspect qui me plaisait bien. Voilà.
Et là, Donc, c'est venu comme ça, en fait. et c'est un tramé numérique que tu utilises. Heureusement, j'imagine. Oui, c'est fait en numérique. Oui, Ouais, tout à fait. ouais, parce que sinon, j'imagine le Oui, non, pointillisme là. tout un lot de vieilles trames mécaniques sur papier, mais non, là, je m'en suis pas servi. J'ai fait ça en numérique, c'était quand même plus pratique. Là, j'affiche la page 21. Alors, peu importe la page, c'est juste que c'est un crayonné et tu utilises un Ouais. crayonné bleu et un crayonné rouge. Et j'ai déjà vu ça Ah oui. chez d'autres dessinateurs. Et je me posais la question, c'est quoi la particularité d'utiliser ces deux couleurs? Alors, pour ce projet-là, ça n'a aucun intérêt d'utiliser du bleu et du rouge. Mais quand je dessinais sur papier, j'utilisais surtout un crayon bleu qui a donc la particularité, c'est essentiellement pour un aspect technique, hein. Ça a la particularité, ce type de crayon bleu, que lorsqu'on on encre au noir dessus et qu'on scanne, après, en réglant le scan correctement, du coup, le crayon disparaît au scan. Donc, on n'a pas besoin de gommer nos pages. C'est un gain de temps. Et puis, ces mines-là, moi, j'utilisais des mines Staedtler au bleu. C'est entre le crayon de couleur et le crayon gras. C'est un crayon que j'aime bien utiliser pour dessiner. Voilà. Et le rouge a donc cette même particularité de disparaître au scan. Donc la combinaison des deux, c'est que en fait on va dire que le bleu, s'il est dessiné de manière assez pâle, correspond à un croquis d'ébauche rapide, assez brouillon. Puis après, en dessinant en rouge par-dessus, on a, disons, un croquis un petit peu plus élaboré, et le rouge se voyant mieux que le bleu, du coup, on voit un peu plus le dessin. C'est l'équivalent du crayon sec et du crayon gras, on va dire, quoi. Bah merci, c'est très très instructif, je te remercie. Là, Mais de rien. alors, dans mes autres questions que j'avais, parce que j'avais quand même fait un certain nombre de choses, ah bah si, déjà on peut montrer la couverture 2, la classique, celle qui représente donc le vieux, j'imagine, Oui, c'est ça. avec Wilbur dans son regard. Et par rapport à celle, je vais afficher maintenant celle de Ronan Toulouat. Euh, Ouais. Comment qui a choisi ce dessinateur et est-ce que vous lui avez donné des instructions pour faire sa couverture collector ou comment ça s'est passé par rapport à ça? Non, alors, bon, qui a choisi on a choisi tous ensemble avec Tony et Mika de Comics Initiative, Mika Jérôme. Non, mais l'idée, c'est que on fait faire des variants de cover comme le font les Américains dans le comics. Donc, voilà, on s'est dit qui on aime bien, on a fait une liste de plusieurs dessinateurs comme ça, à qui on aimerait confier le variante à un dessinateur qu'on aime bien. Alors qu'on aime bien pour son travail, mais qu'on aime bien aussi parce que Ronan on le connaît bien, donc il y avait un double aspect, quoi. Donc on a proposé à Ronan parce que on aime bien son boulot, on s'entend bien et en plus on sait qu'il bosse vite. Donc déjà il cochait beaucoup de cases, Ronan. Ouais, et d'ailleurs, Vas-y, excuse-moi. non, vas-y, je t'en prie, Tony. Non, je dis, c'est un univers qu'il a pas du tout rechigné à appréhender, si tu veux. C'est vraiment, on est sur des thématiques qu'il affectionne, donc il n'était pas non plus complètement en terre inconnue quand on lui a proposé Paria. Je pense qu'il a dit oui assez rapidement. Et il l'a fait aussi assez rapidement. En tout cas, il s'y est mis au moment où il avait dit qu'il le ferait. Donc tout ça a été effectivement très bien exécuté. Mais c'est la couverture que j'ai choisie, moi, pour ma part. Et on ne peut s'empêcher de faire le lien avec Charlotte, qui apparaît donc au premier plan. Est-ce à dire que Charlotte sera le personnage principal de ce tome 2? Non, Pas,
Vous avez le droit de pas répondre, hein, si jamais. Non. Après, du coup, ça fonctionne parce qu'effectivement, cette fameuse seconde couverture, pour ceux qui l'ont lu, que ceux qui ont lu le premier comprennent le teasing. Après, Ronan, au moment où il a fait la couverture, il avait que ça comme, euh, Comme élément. comme biscuit, si tu Mm. veux. Donc, Ouais. il avait l'histoire, il savait ce qu'allait se passer, etc. Mais il n'avait que ça. On lui a pas déploré à Ronan non plus la seconde histoire. Il ne sait absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il était obligé, quelque part, de faire une couverture un peu collégiale. Parce que je pense que déjà, il a de l'appétence pour ce genre de choses. Ça fait très comics, hein, ça fait très équipe, etc. Et il a fait le choix logique et plutôt malin de faire un truc un peu neutre qui évoque tout et rien finalement, Mm. si ce n'est une équipe sur le véhicule dans lequel on va les obliger à monter dans le tome 1. Donc voilà, tout ça, il a pris des indices visuels, il a tout foutu ensemble et il a fait une couverture qui est correctement composée et qui, immanquablement, tease un peu, ou spoil, pour ceux Mm. qui l'ont pas vu, le tome 1. Mm. Mais en tout cas, voilà, il a fait un truc où il a fait, je pense, qu'avec ce qu'il avait comme données, mais il a fait ce qu'il pouvait faire de mieux. Et du coup, encore une fois, il a fait une couverture très, très réussie et en même temps très éloignée de celle de Boris. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on a une couverture collégiale graphiquement et puis Boris a proposé quelque chose de beaucoup plus impactant, de beaucoup plus sinistre et de beaucoup plus sibyllin aussi. Mm. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Donc les deux ont des qualités. Donc voilà. Moi, mon choix me portera vers celle de Boris. Mais de toute façon, après, j'aurai les deux bouquins, mais celle de Ronan, elle est effectivement collecteur. Je pense que les gens vont aussi dans cette direction-là pour cette couverture. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection pour celle de Boris. Bah, je préférais la Boris tome 1, par exemple, pour ma part. Comment? Pour le tome 1, je préférais celle de Boris. Bon, j'ai rien dit, hein, voilà. Les deux sont euros. Dans tous les cas, tu prends pas de risque, en fait, à dire que. Ouais, parce que j'ai fait les deux. Ah, Donc, t'as fait les deux, d'accord. Mais en tout cas, je préférais la classique à la collector. D'accord, ok. Ouais. Mm. Celle qui était plus collégiale. Oui. Là, je vais afficher ce que tu as publié il y a pas longtemps sur la scène où tu as publié sur Facebook le crayonné, l'ancrage et la retouche du gars Ouais. qui tire au pistolet là. Ouais. Je trouvais juste intéressant de montrer ça aux spectateurs, déjà pour montrer l'évolution, puisque j'aimais beaucoup moi justement sur le crayonné, quand il y a son bras qui dépasse de la case et qui, quand tu passes à la version ancrée, il y a une partie qui disparaît, etc. Et je trouve ça très intéressant de voir l'évolution du crayonné à la retouche numérique, par exemple, quoi. Bah ça c'est le bras qui dépasse la case, c'était un peu nécessaire parce que Mm, ça fait partie de la construction du dessin. Donc mm, pour un plan comme ça, on est obligé de dessiner plus que ce qu'il y a dans la case, sinon on est sûr de se gourer et de faire un truc qui tient pas debout. mm. Donc là j'avais effectivement dessiné un bout du bras en plus. Mais alors faut voir que pour cette séquence là des 6 pages qui ont été mises donc au cours de la campagne, Mhm. j'ai dû montrer pas mal de crayonnés, peut-être pas toutes les pages, mais une bonne partie sans doute. Les crayonnés de ces pages-là sont assez poussés, hein, contrairement à notamment ceux du tome 1 Mm. qui sont plus évanescents. Là, j'ai monté un cran au-dessus sur le crayonné pour cette séquence-là. En même temps, alors pourquoi je dis ça? Parce que justement, mon ancrage, tout ce que j'essaye de faire passer dans l'ancrage, cette énergie, elle nécessite justement de ne pas faire un crayonné trop poussé. Mm. Parce que en fait, ma méthode de travail, c'est ça. Je fais un crayonné et par transparent, je travaille sur une table lumineuse Mm. et sur du papier assez épais, du papier aquarelle, ce qui n'est pas forcément l'usage quand on fait des planches de BD. Mais moi, j'aime bien ce papier-là parce qu'il est épais notamment et parce que quand on le met sur le crayonné, justement, il est tellement épais qu'une partie du crayonné disparaît, en tout cas n'apparaît pas. Il y a des subtilités qui n'apparaissent pas. Ce qui veut dire que ça me laisse une marge d'interprétation dans mon ancrage qui m'intéresse et une marge d'improvisation dans l'ancrage. Voilà.
Donc c'est pour D'accord. ça que je travaille comme ça. Il se trouve que bon, sur ces pages-là, les crayonnés sont plus poussés, mais en général, ils le sont un peu moins. Voilà. Y a- Et puis on peut voir, alors pour finir, justement, si tu as mis cette séquence-là le crayonné, la page dessinée sur papier et les retouches en numérique. Donc je retouche mon noir effectivement en numérique, et sur cette page-là, je crois me rappeler, j'ai même fait des retouches de dessin assez importantes, parce que je me suis aperçu que dans mon ancrage, j'avais oublié en fait les personnages, ils ont une espèce de petite cape comme ça, et j'ai oublié de les faire au dessin. Donc je l'ai refait au noir sur ma tablette en fait. Ouais, là je fais technique dessin animé, là où je passe de l'un à l'autre, effectivement, sur la deuxième case en partant du haut, on la voit apparaître ou disparaître. C'est selon. Euh, une petite question par rapport à ce tome 2. Et, bah déjà, est-ce qu'on peut en dire quelque chose au niveau du scénario ou pas du tout? Parce que je dis pas où on s'était arrêté dans le tome 1, n'est-ce pas? Mais dans une situation dans laquelle on a envie, avec impatience, de savoir ce qui arrive à nos héros. C'est tout ce que je peux en dire. Mais est-ce qu'il y a, au niveau du développement de l'histoire, tu peux en dire quelque chose, Tony? Ou pas? Elle T'as le est droit de... compliquée cette question, non? Oui, je peux parler tu vois, par truc un peu vaporeux comme ça Oui, oui. pour donner envie. Les événements. Alors après, ceux qui l'ont lu le premier savent la manière dont c'est construit, dont ça fonctionne avec un postambule, un préambule, des chapitres, etc. Euh, L'histoire reprendra un peu après les événements qu'on a connus, Hmm. dans le premier en tout cas. Et il y aura toujours cette construction postambule, préambule, avec une espèce d'architecture, enfin en tout cas de colonne vertébrale, et puis des petites de tronc principal plutôt qu'une colonne vertébrale, et puis des petites branches qui vont venir se greffer à droite et à gauche, qu'on va appeler des intermèdes ou des interludes. J'ai pas encore spécialement décidé le nom final que ça aura, mais ce sont des espèces de petites pastilles qui viennent se greffer sur l'histoire principale. Donc voilà dans les grandes lignes. Après, c'est compliqué d'en dire un peu plus parce que Paria, c'est un récit qu'on aime bien garder secret jusqu'à ce que le bouquin sorte, hein, tout simplement, et puis que les gens le lisent et s'en emparent. Hmm. Voilà, il y a beaucoup de pistes qui ont été proposées dans le premier. Euh, L'idée, c'est peut-être de répondre à ces pistes qui ont été ouvertes ou peut-être d'en ouvrir de nouvelles. Et puis, potentiellement, de résoudre tout ça dans le 4 ou pas. Hein. Ça s'est vu des fois qu'on ne résolvait pas des pistes. Mais l'idée, c'est de rester relativement sibyllin jusqu'à maintenant. Donc voilà, je peux te dire que ce sera construit globalement de la même façon que le premier, mais les événements risquent de s'emballer fortement. On était sur ce qu'on appelle un tome d'exposition, donc il faut poser les personnages, il faut poser l'univers, il faut faire en sorte que les gens l'adoptent aussi, cet univers, il faut faire en sorte qu'il soit immersif, qu'il soit un peu palpable, même si ça reste un univers de fiction, évidemment. Nous, on est un peu immergés dedans, Boris graphiquement et moi thématiquement, et on a à cœur l'un et l'autre de développer ça, donc ça passe aussi par des unes de journaux. Dans le premier, est-ce que les unes de journaux vont rester des unes de journaux? Est-ce qu'elles vont prendre une importance? Est-ce qu'elles vont faire partie intégrante du récit? Voilà, c'est des choses, je ne peux pas en L'ostensible. parler un peu plus. Comment? L'ostensible. Le journal L'Ostensible. Sensible, exactement. J'avais d'ailleurs une Dans question quel là-dessus. Vas-y, dis-moi. En fait, on voit qu'en bas de page, il y a toute l'équipe du journal L'Ostensible. Et puis à un moment donné, moi je me suis dit, j'ai cherché sur internet si les noms existaient ou pas. Bon, j'ai pas trouvé. Sauf un qui s'appelle Dominique Hennebeau, qui faisait les petites illustrations. Et je regarde en fin de paria, c'était lui le dessin, le dernier dessin des fan art. C'était le même nom. Donc je me suis dit, mais est-ce le même? Exactement, c'est la même personne. Dom, c'est pareil, c'est un vieux comparse. Exactement, voilà. Monsieur Dominique Hennebeau, ça me faisait marrer en fait d'en faire un personnage Hmm. dans l'histoire, en reprenant des noms. Alors après, il n'y a pas que Dominique qui évoque quelque chose, il y a aussi Paulin Caster qui évoque, pour ceux qui la connaissent, Pauline Casters, qui est une dessinatrice avec qui je travaille sur d'autres séries jeunesse, notamment Lola. Lola, ouais, j'allais le dire, ouais. Euh, je reprends des noms comme ça, mais Dominique Hennebeau, ça me faisait marrer d'en faire un personnage de part entière.
Et puis, effectivement, il y a des gens qui ont été questionnés comme toi. Ben, moi, je suis super content parce que j'aime bien ce rapport à la lecture où les gens creusent un peu. Et je pense qu'il y a ça vraiment Ouais. parmi les lecteurs de comics. Une curiosité, du coup, de petits Easter eggs qui ont été placés. Les autres packs, hein, comme le font beaucoup les Américains, ils placent des petits clins d'œil à droite et à gauche. Le meilleur exemple pour ça, c'est le film de Spielberg, Ready Player One, où là, il y a pléthore Oh, de choses dans tous les sens. la DeLorean, pour ne pas la citer. Je ne dis pas, voilà, je dis pas que j'ai fait ça avec autant de brio, mais j'ai placé des petits œufs de Pâques à des endroits, Boris aussi, graphiquement parlant. On s'est à faire ça, et je pense qu'on va continuer dans la deuxième, parce qu'encore une fois, Paria, c'est une bande dessinée de référence. Enfin, c'est pas non plus l'overdose, Hmm. mais il y a quand même des refs à droite et à gauche, et, euh, et on va continuer à en mettre, donc faut pureter là-dessus. Mais Dominique Enbo est une vraie personne à part entière, et c'est un personnage aussi du bouquin qui effectivement va sans doute prendre de l'importance dans les tomes qui arrivent. D'où le fait qu'il ne soit pas crédité au générique, et je comprends mieux maintenant pourquoi. Voilà, contrairement à Lionel Alors, nous, en Marty, fait, qui a fait une histoire en 5 pages. Bah justement, c'était la. Attends, c'était. Comment tu l'appelais là, le postambule, c'est ça? ouais. Ouais, elle m'a J'avoue, totalement perturbé cette histoire. perturbé, en même C'est temps, fait c'est le but. pour. Ah, Ouais, mais là, j'ai. reposer. Il y a juste. Pour un personnage, j'ai pas su qui c'était. Mais quand j'ai vu le. Enfin, j'en dirai rien, mais. Ah, j'ai été sur le cul. J'ai refermé la BD avant de relire et continuer. C'est un choc quand même. Bon, et ma question là-dessus, sur ce postambule, est-ce qu'il y aura un après, un avant, quelque chose autour de ça ou voilà, ou est-ce que ce sera par exemple le travail que vous donnerez à Olivier Suppiot qui donc a gagné le droit de faire une petite histoire avec les 150% ou voilà, c'est Olivier, il a pas gagné le droit. En fait, dès le départ, on l'avait prévu, si tu veux, parce que c'est pareil, c'est un ami Olivier depuis de très longue date. Donc, c'était un choix presque naturel. Mais après, il fallait trouver sa place là-dedans. Donc, Hmm. non, clairement, sur des scènes de bastonnade furieuse, c'est pas forcément à lui qu'on a pensé en priorité. Même si peut-être qu'il se serait illustré remarquablement dans cet exercice-là, on ne saura pas. Mais, euh, non, Olivier, on a essayé de réfléchir à trois avec Boris, Olivier et moi, euh, à inclure sa présence graphique de manière justifiée, entre guillemets, Hmm. dans le récit. Euh, Et on a trouvé quelque chose dont moi je suis assez content en fait, de ce qu'on va proposer. À voir après si effectivement les gens sont réceptifs, mais ça c'est une autre histoire et c'est à un autre moment que ça va se passer. Mais, euh, mais non, qu'est-ce que c'était la question de départ? Je me rappelle plus, je me suis emberlificoté là dans un truc. Bah Est-ce qu'il y c'était aura des postambules, des préambules, des voilà. voilà. Euh, À voir, en fait, oui, effectivement, si on avait raconté ce qui allait se passer justement, comment dire, il y a un blackout d'à peu près 20 ans, il me semble, pendant lesquels il peut se passer moult choses, donc on les quitte à un moment donné où ça commence à se frémir, ça commence à devenir une équipe, et puis on les retrouve après, ouais. plutôt enclins à se mettre sur la tronche, voilà, je ne vais pas en dire plus, Non évidemment, non, mais mais on quitte des presque potes et on les retrouve ennemis séculaires, en tout cas ennemis viscéraux. Et qu'est-ce qui a bien pu se passer entre ces deux moments qui a fait que on en arrive là? ouais. Écoute, peut-être qu'on le racontera, peut-être qu'on le racontera pas. Mais il Oh! y a quand même des plus de chances qu'on le raconte qu'on ne le raconte Ouais, alors plutôt dans le tome 2 que dans le tome 3. J'aurais du mal à attendre autant de temps, hein. pas. On verra, on verra. Euh, Là, je voulais juste aussi. En- J'avais oublié tout à l'heure. Oui, pardon, tu voulais y rajouter quelque chose, Tony? Non, je disais juste qu'en fait, Paria, j'aimais bien cultiver la patience des lecteurs. Donc voilà, tout simplement, il faudra sans doute être patient Non, pour voir les tenants et les aboutissants. d'accord. Là, j'affiche juste un plan d'un chariot. Ça fait partie des quelques planches qu'on voit à la fin sur le détail des engins. Euh, et justement, Boris, comment tu les as faites, ces planches, dès le départ ou au fur et à mesure ou parce que c'était en. Alors, si c'est les plans des machines, Oui. c'est Tony qui a dessiné ça. Ah, d'accord. Euh, ouais, les plans, c'est Tony. Ok. Parce que Donc justement. après, moi, dans le tome 2 notamment, alors dans le tome 1,
dans le tome 1, il n'y a pas. Si, il y a le gorille de fer, mais là, c'est le Oui, contraire. C'est moi qui ai créé le gorille et Tony qui a fait le plan d'après mes dessins. Par d'accord. contre, dans le tome 2, ce sera l'inverse. Il a créé notamment une voiture, un véhicule, la chenille, dont, par contre, moi, je me sers dans le tome 2 pour trimballer les personnages. Enfin, voilà. Non, parce que moi, j'ai même regardé ces pages attentivement, en regardant s'il n'y avait pas des significations possibles dans le référencement des pièces. J'ai juste remarqué il y avait une référence, c'était la même pour les deux engins. Je me suis dit, tiens, il y a une petite bizarrerie là. Mais vraiment, je suis allé fouiller jusqu'à ce point-là sur la réutilisation des pièces. C'est bien, très très bien. Mais voilà, Tout un est peu, fait un peu, soit il est un peu dingo le effectivement. garçon, ou soit il est juste passionné, et puis j'aime bien aller dans le détail, parfois un peu trop, mais bon. Là, je vais Non, juste. non, non, c'est très bien. Moi, ça me va parfaitement, ne t'inquiète pas. Mais en fait, ce sont des plans qui ont été réalisés par le vieux, hein, qui est encore un mania industriel, qui a déposé moult brevets et qui est à l'origine de beaucoup d'inventions. C'est comme ça qu'il a fait sa fortune concrètement. Mais il est parano, il est ultra parano, donc tous ces codes-là effectivement, ces plans-là, pardon, sont ultra codés. Un code très 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 compliqué à déchiffrer, bien évidemment, et il se peut que de temps à autre, effectivement, on retrouve peut-être des petites voilà, des mots qui sont similaires d'un plan à l'autre, mais non, c'est pas forcément un point de détail là pour le coup. Ça pourrait, mais Hmm, pour le coup, non, c'est juste le fait que c'est la même personne qui est à l'origine de ces plans, tout simplement. voilà. Là, je vais juste afficher des pages du tome 2 qui ont été présentées. Donc là, je ne dévoile rien qui n'est pas déjà connu, mais juste histoire de montrer le travail de Boris Ah, sur les versions. je- 2 secondes, 2 secondes, Ouais, je vais au kit 2 secondes. Je mais reviens. je t'en prie, je t'en prie. C'est juste pour montrer les différentes pages qu'on a vues entre la version en noir et blanche et celle qui était en couleur et qui apporte justement ben, ce côté super joli, quoi. Donc je vais en afficher quelques-unes comme ça permettra de patienter le retour de Boris. Et, euh, et donc voilà. Je vais pas avancer trop vite, histoire de laisser comment dire, aux spectateurs le soin de pouvoir les regarder sans avoir besoin de faire pause. Mais en tout cas, Après, c'est intéressant, effectivement, tu as raison, Patrick, de Krapik, pardon, de montrer Mais revoilà. ces images. Ah bah tiens, voilà, Boris va pouvoir prendre le relais. Nous parlions des différentes étapes l'interlude du grain de papier. ouais. Oui. Et donc là, j'ai Alors, affiché, donc par exemple, typiquement la page 5 en noir, la page 5 en couleur, et notamment la page 6, là, parce que c'est marqué comme ça ouais. sur la campagne. Et puis voilà, et ça me permet de montrer la différence qu'on voit quand on passe du noir et blanc à la couleur. Et voilà, c'était pour Ouais. rendre grâce à ce travail. Ouais, alors, ben, sur le tome 2, alors j'ai fait ces planches-là en couleur voilà, pour la campagne, pour montrer un peu à quoi ça pourrait ressembler, mais c'est pas dit que ce soit la version définitive. Parce que là, on est loin du bouclage du tome 2, donc ça peut encore changer. Ça va même sûrement changer. Mais Bah tant mieux. Comme ça, cette vidéo, elle sera collector. Voilà. Mais l'idée peut-être que j'ai pour le moment sur le tome 2, c'est, je sais pas, alors soit je rajoute un ton supplémentaire, donc pour le moment on a un noir, un rouge, un bleu, soit je rajoute une couleur, soit pas, parce que là, alors étrangement, les couleurs là qui sont proposées sur ces pages-là, on a l'impression que c'est des couleurs qui tranchent beaucoup avec ce qu'on a fait dans le tome 1, Même et si c'est déjà pourtant ce sont tramé. les mêmes tons. Hein, Oui, puis ce c'est sont les mêmes tramé. tons, c'est une. Comment? Elles sont déjà tramées en plus, on le voit. Elles sont tramées comme dans le Oui, oui, tome oui, 1. elles sont déjà tramées. Et c'est voilà, c'est une association différente des différentes couleurs, mais ce sont les mêmes que pour le tome 1. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Après, je pense que ça va bouger quand même. Parce que de toute façon, moi, ce que j'aime bien, c'est bien, un peu comme à la façon d'un réalisateur, faire un étalonnage une fois qu'on a
tout le matériel ou une grande partie du matériel. Hein. Donc, Mm. et là, on peut se permettre avec Paria de travailler comme ça. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille avec un éditeur traditionnel où en fait il y a une chaîne à respecter. D'abord le scénario qui file, enfin le scénariste qui file au dessinateur qui dessine, qui file éventuellement au coloriste. Et ça doit se faire quasiment en flux tendu tout le temps. Donc là c'est pas le cas. On a ce confort-là de pouvoir faire un étalonnage jusqu'à la fin, jusqu'à peu de temps avant d'envoyer chez l'imprimeur. On peut modifier beaucoup de choses. Bah ouais, moi je trouve ça très bien en tout cas. Et même si ça avait une évolution dans la colorisation, bah, je trouvais que je lui dis tiens, ça peut-être de donner des idées sur le développement du scénario. Je me suis imaginé plein de choses, donc on verra bien. Euh, Ouais. Là voilà, j'affiche à l'écran la dernière contrepartie qui est venue s'ajouter, donc le petit bonus de l'enlèvement, donc du coup qui fait office de comics. Et je vais afficher également une autre couverture qui ressemble à ça, mais qui, elle, date de 2018, si je dis pas de bêtises, mais qui reprend un petit peu la charte. Alors, c'était les origines, Paria Origines, c'était cité. C'était ce que vous aviez présenté, je crois, lors d'un festival. Ah, je l'avais noté, mais du coup, je Ouais, vais pas retrouver l'info. tout à fait, tout à fait. En fait, c'est avec ça que je suis allé démarcher Quel Jérôme. Tu vois, on était encore dans les. Enfin, on n'était pas encore, on était déjà dans l'esprit fascicule. Euh, des lectures de comics avec des reliés souples, avec une petite pagination. On était en tout cas, moi, à ce moment-là, et Boris aussi, on avait cette idée-là, et on s'est dit, tiens, on va aller démarcher un éditeur de comics qui affectionne le comics, en lui proposant de faire des comics. Et puis finalement, il s'est dit, oui, faites du comics, mais faites une pagination plus généreuse, l'histoire peut prendre de l'épaisseur. Et c'est comme ça que ça s'est transformé tout doucement par rapport à ce qu'on avait initialement en tête. L'idée, c'était de. Bah, après, voilà, ça commence par l'enlèvement de Christine sur le premier tome. L'idée, c'était de faire des souples Paria Origine pour faire des différents enlèvements de tous les personnages en présence. Maintenant, du coup, on va le proposer différemment, bien évidemment, mais toujours en toile de fond, on a gardé cette idée de fascicule. Euh, on avait envie de le faire parce que c'était un format qu'on affectionne. Et on l'a proposé à Mika, qui nous a dit bah, très bien, mais dans ces cas-là, on pourrait faire ce qu'on a fait avec Laurent Laurent Lefebvre Mm. sur Fox Noir. On a fait Fox Noir, qui a plutôt très bien fonctionné. Donc là, l'idée, c'était de reproposer un chapitre que les gens connaissent, Mm. à savoir l'enlèvement de Christine, mais en noir et blanc. C'est-à-dire que le redécouvrir dans une tonalité différente en voyant qu'effectivement, la couleur a un rôle prépondérant dans l'interprétation, dans l'ambiance, etc. Mais que le noir et blanc aussi, déjà, en fait, en plus, Boris, sur le noir et blanc, c'est quelque chose qu'il maîtrise relativement bien, propose en fait une histoire différente et on redécouvre un peu, je sais pas, peut-être le dessin qui est un peu moins gêné, c'est pas le terme qui convient, mais en tout cas, qui est débarrassé de la couleur. Mm. Voilà, le prendre Deux états tel que cycliques, Boris ouais. l'a pensé. Parce qu'après, bien évidemment, c'est toujours lui qui fait ses couleurs, mais il y a une réinterprétation avec la couleur et c'est intéressant de le voir à l'origine. Et Ouais. puis, il y a un petit plus aussi, parce que moi, je voulais pas ressaucer un chapitre qu'on connaissait pour le ressaucer comme ça, par plaisir. Je vais rajouter une nouvelle à l'intérieur, enfin, en tout cas, le début d'une nouvelle qu'on retrouvera ensuite dans les bouquins. Donc voilà, on pense aussi au petit budget qui, à un moment donné, se dit tiens, mon paria, je ne sais pas me lancer dans le truc, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si ça va me Mm. plaire ni quoi que ce soit. 22 euros, on peut considérer effectivement que c'est une somme. S'il y a des gens qui veulent se faire une petite approche comme ça par ce comics souple, comme c'est le cas en fait, comme ça se passait en presse avant avec les comics, et ben du coup, voilà, on a proposé ça et effectivement, ça fait aussi un petit objet collector Mm. dont, encore une fois, les lecteurs de comics sont relativement friands, bien évidemment. Et voilà, cette contrepartie est née comme ça d'une réflexion qui est là depuis longtemps, en fait, finalement, mais qui est Ouais, depuis le arrivée début, même presque, on pourrait dire, mais vraiment dès le début, ouais. Et qui vient. c'est pour ça que. Alors, moi, je rebondis sur ce que dit Tony. Moi, j'aimais beaucoup la mise en page qu'il avait fait justement sur ce premier essai de couverture de fascicule. Bon, là, pour des raisons X, on ne pouvait pas réutiliser sa mise en page, mais c'est pour ça aussi on a repris ce dessin-là, qui, voilà, pour nous aussi fait référence à, bah, voilà, au
au début, et c'est un dessin fondateur aussi de la série, qui n'a pas servi, entre guillemets, jusque-là. On l'a présenté dans le tome 1, mais et du coup, là, le fait de pouvoir le reprendre à nouveau, et donc là, j'ai refait une couleur plus en phase, bien sûr, avec ce qu'on a fait sur le tome 1, pour que ce soit raccord. Et du coup, voilà, donc il y avait ça, et puis le fait de proposer les pages en noir et blanc, c'est aussi pour nous, du coup, une démarche qui a son sens par rapport au fait de ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'on a pendant un moment même pensé faire le titre complètement en noir et blanc. Donc ça, c'est une résonance par rapport à ça aussi. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, moi je l'ai pris en tout cas. Ouais. Euh, On euh, a vu. en parlant des paliers, parce que là, je voudrais pas faire trop long non plus pour nos spectateurs. J'affiche les paliers à ce que j'ai pris juste avant de commencer la vidéo. Là, on en est au 200%. Donc, on a l'embossage exclusif, donc qui était déjà présente sur le tome 1, première édition, parce qu'il n'y aura pas ça sur le deuxième. Et là, je voulais juste montrer qu'à aujourd'hui, là, on était donc à 216%. Et donc, on n'est pas très loin du vernis. Hein? Pardon, Tony? 217, mais Ah d'accord, Ah oui, ouais, mais là 217, c'était tu avant, vois, ça va je me évoluer. confonds. Et quand je vais faire après le montage et l'upload sur YouTube, on sera voilà. peut-être Mais déjà à, 225. à tout de suite, on est à 200 donc 17 tu dis. Et bon, je le réactualiserai peut-être au montage du coup. Et donc on s'approche du 225 qui permettra d'avoir le vernis sélectif. Parce que et là, on sera dans la même qualité entre guillemets de la bande dessinée par rapport au tome 1. Oui, oui. Alors, en fait, en Oui. tout cas, la première édition du tome 1, parce Oui. que il y a eu une réédition, et c'est ce qui, entre autres petites différences, il y a l'absence, en tout cas, sur la réédition de comment dire, de vernis sélectif, hein, tout simplement, et une quatrième de couve qui est différente également. On a sur la version qui était la version de la campagne, Christine en position fétale, nue, et sur la quatrième de couve de la réédition, on a celle-ci exactement, et on a, du coup, moi, je vais faire pareil. De mon côté, on a Franck avec son chat qui n'est pas en très grande forme. Donc voilà, ça c'est des petites différences. Et l'idée, c'est effectivement, pour la réédition, on avait cette réflexion-là avec Mickaël qui est intéressé de penser à ceux qui sont là dès le départ, concrètement, en fait, hein, qui participent à l'effort de guerre, pour être là au début, de dire, bon voilà, vous êtes récompensé par un vernis sélectif qui apporte un petit cachet au titre, d'autant qu'on ne fait pas un vernis sélectif sur la globalité, on fait un vernis sélectif assez subtil sur les différents entrelacs que j'ai pu faire sur la couverture. Donc, un vernis sélectif qu'on ne retrouvera pas, sauf commande libraire, bien évidemment, en librairie. Donc, on est sur, encore une fois, un petit aspect un peu plus collector. Donc, les gens qui étaient là au départ auront du vernis sélectif et un embossage. L'embossage, en fait, c'est une espèce de pince qu'on utilise pour marquer le papier. Alors, c'est une perforeuse, mais qui ne va pas jusqu'à la perforation. C'est une perforeuse qui déforme légèrement le papier et ça donne un petit relief. Et là, en l'occurrence, on a utilisé le fameux slogan, Le logo. le fameux leitmotiv. Voilà, exactement. En fait, le crâne avec la fameuse phrase "Nous sommes Légion". On trouvait ça intéressant, encore une fois, pour parler de résonance. Je trouve ça marrant, justement, de se dire, voilà, ceux qui sont là, les contributeurs. Alors, évidemment, on n'est pas Légion, mais les contributeurs ont été assez nombreux. Et puis, apparemment, le chiffre continue d'augmenter, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, voilà, que ces gens-là soient récompensés par un embossage, par un vernis sélectif, et puis par des petits bonus qu'ils ont. Mais surtout, avant tout, c'est le fait d'avoir participé à ce que le livre se fasse dans des bonnes conditions et que on puisse être plus ambitieux que ce qu'on avait imaginé de prime abord, parce qu'on a plus de budget, tout simplement. Bah d'accord. Bah justement, je voulais refaire un point sur les différents, les mettre en exergue. Donc là, il y avait le 150%, j'avais indiqué, effectivement, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc la participation d'Olivier Suppiot, donc on a déjà évoqué. Les deux marque-pages qui, eux, sont arrivés pour les 125 et 185%. Donc là, je les affiche à l'écran, donc Karamoko et Franz. Ensuite, il y avait la belle trading card pour les 175% qui me sert d'ailleurs de fond d'écran pour ma vidéo, donc magnifique dessin. Et ensuite, il y avait donc la carte de tarot numéro 3 qui va venir compléter
Donc les cartes 1 et 2, n'est-ce pas? Et, Tout à fait. et donc ben, je l'affiche également. Voilà, le bloc de 3, je l'affiche également. Et un petit clin d'œil à Saint-Malo, je vais afficher ma dédicace de Boris et celle de Tony. Voilà, comme ça fera un souvenir. Bon, en tout cas, moi, je pense que je regarde un petit peu parce que j'avais quand même pris des notes parce que le sujet est tellement vaste, la BD est tellement riche. Tiens, d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe que sur la petite carte collector, ça reprend la couverture du comics. Oui, qui est la version, La version 2018. première, ouais. Oui. Avec Donc, laquelle on est allé démarcher Michael Jérôme. voilà, donc voilà, tu vois, je viens juste de faire le rapprochement parce que je l'avais posé devant moi. Voilà, moi j'avais pas d'autres questions et comme cette émission est avant tout la vôtre, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un petit message à faire passer, n'importe quoi, c'est votre c'est votre émission, profitez-en. Si vous avez un petit message à faire passer ou pas, il n'y a aucune obligation, juste du plaisir. Oh, bah, le message, c'est continuer de venir sur Ulule pour nous aider. Il reste encore quelques jours de campagne, donc n'hésitez pas. Oui, 6 jours au moment où on tourne. Et en fonction de la taille de la vidéo qui devrait prendre une certaine taille, donc ça va mettre un certain temps. Donc là, je vais essayer de me limiter au niveau du montage pour que ça aille le plus rapidement possible. Non, mais bah, ce qu'on peut dire quand même pour parler un peu de Mika, de Michael, Jérôme et de Comics Initiative, c'est que ce mode cette façon de faire des livres nous permet une grande liberté de création. Et contrairement à ce que même j'ai pu lire d'ailleurs récemment sur un site, ce n'est pas parce qu'on fait du financement participatif qu'on fait du travail d'amateur. Il faut s'enlever ça de l'esprit complètement, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une façon alternative par rapport aux majors de faire des livres et pour nous des bandes dessinées, mais le travail, il reste le même, il est fait avec autant d'envie déjà, ça compte beaucoup, et autant de professionnalisme que quand on travaille avec Glénat, Dargaud ou des grosses maisons d'édition. Là, l'avantage qu'on a, c'est que on est en connexion directe avec notre public et en plus on a une marge de manœuvre, une liberté de création plus importante. Ben Ouais, on peut écoute, pas faire mieux que ça après. Hein, tu vois, voilà. il a tout dit, Bah, Boris. je pense qu'on peut Non, dire si. que si. Vas-y Tony. Non, mais oui, voilà, pour rebondir sur ce que disait Boris, effectivement, Mika, il a prouvé dans les grandes largeurs qu'on pouvait effectivement faire des choses de qualité avec les choix qu'il a fait, les bouquins qu'il a fait, avec le Foxboy de Laurent Lefebvre. Donc oui, effectivement, faut arrêter cette espèce de légende que tout ce qui est fait de manière pardon, financement participatif est forcément amateur. C'est très con de prétendre ça. T'es tombé sur un article qui prétendait ça? Ouais. Ah ouais. Alors je rajoute juste quelque chose. Foxboy nominé à Angoulême quand même, enfin au passage. Oui. Ouais, Laurent est nominé à Angoulême, on est très content pour lui et pour Mika. Et Michael, un autre titre aussi, ouais. L'intégrale de Wallace Food, c'est ça L'intégrale de Sky Masters est aussi de Sky Master, ouais. Donc voilà. Il me semble. Donc c'est quand même pas mal. Oui, je trouve aussi. On est plus sur Bah, en tout cas, messieurs, je vous remercie pour votre participation. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, soit en dédicace, ou soit prochainement pour le tome 3 de Paria, et pourquoi pas pour d'autres tomes individuels ou autres. J'espère qu'on se retrouvera. Peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci Krapik. Et à très bientôt. Ciao. À bientôt.